Et je suis maintenant avec Marc Ménazé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Founder Futures, fonds d'investissement d'entrepreneurs. Les levées de fonds de la French Tech, là, elles accélèrent. On nous parle de 10 milliards d'euros levés d'ici la fin de l'année. Moi, je voulais savoir ce qui justifiait cette accélération de votre point de vue. Est-ce que c'est parce qu'on a un afflux de liquidités, du coup, il y a plus de startups qui lèvent des fonds et des plus grosses sommes, ce qui semble assez logique, mais est-ce qu'il y a aussi une part de responsabilité de l'écosystème startup français qui finalement est monté en gamme et devient plus attractif ? C'est une super question parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Je dirais qu'il y a 3 réponses. La première réponse, c'est qu'on a un écosystème qui est hyper mature. L'entrepreneuriat dans les 5 à 10 dernières années, en particulier dans les 5 dernières années, quelque chose qui a explosé. Vous voyez, quand vous passez du temps à aller donner des cours dans des universités, dans des écoles d'ingénieurs et de commerce, l'entrepreneuriat est vraiment vu comme une voie incroyable post-graduation, post-diplôme. Et ça, c'est très nouveau. Donc, ça crée un écosystème déjà à la base, qui est un écosystème fertile de gens qui veulent entreprendre. Je ne parle même pas des gens qui veulent se reconvertir, voilà, et qui est quand même quelque chose un phénomène, et encore plus depuis 18 mois, assez important. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a un écosystème digital et tech partout en Europe et un marché qui s'est énormément développé à travers l'e-commerce, à travers l'IA, à travers plein de sujets qui nécessitent le fait d'avoir des infrastructures dans la tech, d'avoir des entreprises qui viennent supporter, on va dire, finalement, le comportement, l'évolution du comportement d'un consommateur, qui de plus en plus devient digital, et l'évolution d'un comportement d'une entreprise qui lui-même aussi devient de plus en plus digital. Et donc ça crée des opportunités qui sont juste phénoménales. Et le Covid y est pour beaucoup, pour une raison simple, c'est que dans les 18 derniers mois, et vous l'avez vécu vous en tant que personne, professionnellement, personnellement, etc., tout s'est accéléré. Et je dirais que l'afflux massif de liquidités qu'il y a dans l'écosystème, c'est une conjonction entre d'un côté cet écosystème qui est mature, de l'autre côté plein de fonds d'investissement partout sur la planète, que ce soit aux US, en Europe, en Israël, etc., ou en Asie, qui ont levé énormément d'argent pour réinvestir dans cette, finalement, classe d'actifs, à la différence de plein d'autres classes d'actifs qui, pour le coup, ne ramènent rien. Là, on a de la croissance, et donc, l'afflux massif d'argent de ces fonds d'investissement mêlé à l'extrême accélération, comme on n'a jamais vu. Moi, ça fait quasiment 20 ans que je suis dans la tech. Je dois dire que j'ai quand même mangé mon pain noir pendant longtemps en expliquant que le monde allait se digitaliser. Je dirais qu'entre 2000 et 2010, il y a plein de gens qui étaient sceptiques, qui se disaient c'est la mode. Entre 2010 et 2017, on va dire, les choses ont commencé à vraiment prendre. Et puis là, juste, c'est exponentiel. Et je pense surtout que les 10 prochaines années vont être des années absolument incroyables parce que j'ai envie de dire finalement que le plus dur est derrière nous. Alors, vous êtes spécialisé notamment dans la food depuis un moment. Enfin, vous avez une grosse part de food. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller sur ce terrain-là ? Alors, la food, c'est à peu près 30% de ce que je fais. Et l'autre gros bloc, c'est tout ce qui est, on va dire, autour du futur de la banque assurance. Donc, ce qu'on appelle les fameuses fintech. Dans la food, alors la différence, c'est que je suis peut-être entrepreneur et investisseur. Donc, j'ai créé et cofondé avec Édouard Morange et Elsa Hermal l'épicerie, dans le but, justement, de se dire, au démarrage, donc en 2016, qu'il y avait, on va dire, tout un pan de l'industrie de la food qui n'était absolument pas digitalisé, qui était le commerce de bouche de proximité, qui représente, on va dire, une part extrêmement substantielle du business, à la différence d'autres industries qui sont très digitalisées. Ça ne l'était pas pour une question logistique. C'est extrêmement compliqué. En fait, d'ailleurs, il y a eu plein d'initiatives de supermarchés en ligne qui n'ont pas forcément fonctionné parce que, en fait, d'un point de vue logistique, c'était extrêmement coûteux de livrer en ville du frais. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit à l'époque ? On s'est dit, ni plus ni moins, que tous les commerçants de quartier étaient les meilleurs patrons des achats, étaient chacun, le boucher, le charcutier, le fromager, le primeur, avait du stock. Donc, c'était un stock qui était hyper bien maillé, on va dire, dans un quartier et dans une ville, et qu'il suffisait, au sein d'une marketplace, de mettre l'ensemble de ces commerçants et de les ramener au consommateur final avec une application qui permet de commander et de la livraison. Et c'est comme ça qu'on a créé Épicerie, qui donc aujourd'hui, La Poste a annoncé... Mais justement, j'allais y venir. Vous avez donc annoncé que La Poste reprenait vos parts. Et c'est étonnant. Alors, La Poste, effectivement, moi, je ne le savais pas, mais ils ont les livreurs Stuart, donc effectivement, ça fait un peu sens. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'avenir de la food, c'est d'abord et avant tout la logistique. Exactement. L'avenir de la food, c'est un enjeu logistique, quelle que soit l'entreprise. Que vous fassiez du sec, que vous fassiez du frais,
que vous fassiez du on-demand, donc livré dans les fameuses 10 minutes, 15 minutes, parce qu'on parle de tous les livreurs en 10-15 minutes, c'est la folie. Bon, il s'avère que nous, ça fait longtemps qu'on a inventé le métier, et Deliveroo et Uber Eats l'ont inventé même avant ces entreprises. Exactement, ces enseignes spécialisées qui font des supermarchés livrés rapidement. C'est un enjeu logistique qui est phénoménal, parce qu'en fait, pour que le consommateur commande, il faut qu'il ait un service qui soit zéro défaut. Voilà. D'ailleurs, Amazon s'était lancé avec Amazon Prime Now. Alors là, ils ont arrêté, mais pour des questions, je pense qu'ils sont des questions d'arbitrage, on va dire, de business. Mais l'enjeu logistique, il est compliqué. Il faut investir beaucoup pour avoir un service qui soit au niveau. Et on l'a bien vu d'ailleurs, Deliveroo, Uber Eats et toutes les grandes stars de la food tech sont des entreprises. Picnic, encore récemment, qui a levé hier 600 millions, sont des entreprises qui doivent mobiliser énormément d'argent pour créer ce qu'on appelle de l'infrastructure et pouvoir avoir un service à la hauteur de leurs ambitions. Un point qui est important, l'infrastructure, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent d'avoir des mini-entrepôts, ça coûte énormément d'argent d'aligner énormément de livreurs au début où vous n'avez pas beaucoup de commandes, mais vous êtes obligé d'avoir les livreurs. Vous voyez, donc c'est pour ça que ça mobilise autant d'argent. Alors après, justement, un des points, je ne veux pas parler pour La Poste, mais un des points de l'alliance entre épicerie et La Poste, c'est 2 points. Le premier, c'est que La Poste a vraiment une stratégie d'amener auprès des petits et moyens commerces et des petits et moyens business des services à valeur ajoutée. Donc épicerie fait parfaitement partie de cette stratégie. Et le point, c'est dès qu'on parle de logistique, et on en parlait précédemment, on parle forcément de toutes les entreprises qui savent faire de la logistique, et La Poste en fait partie. Mais dans la food, quand j'investis, on investit sur plein de business. On a en portefeuille Taster, par exemple, qui est le leader européen des fameuses dark kitchen. Donc on opère en propre et maintenant de plus en plus en franchise des concepts culinaires 100% pensés, réfléchis pour le delivery, ce qui est quand même quelque chose de phénoménal et qui a énormément accéléré, comme on peut l'imaginer, ces 24 derniers mois. Donc c'est Antoine Soulier qui en est le CEO, qui est un ancien Deliveroo d'ailleurs, qui avait vu la vision à l'époque de dire qu'il y aurait des restaurants uniquement faits pour la livraison. On a une autre entreprise en portefeuille qui s'appelle La Fourche, qui est un supermarché bio en ligne, qui à travers un petit abonnement mensuel permet d'avoir accès à 3000 produits bio à prix quasi coûtant ou à prix défiant toute concurrence, qui a un impact très important vis-à-vis de la société, parce qu'il permet à des familles partout de pouvoir acheter du bio, mais à des prix satisfaisants et moins chers, et voire même quelquefois les mêmes prix que de la marque de la MDD. Vous venez de prononcer le mot impact. Vous avez lancé il y a 1 an votre véhicule d'investissement consacré à l'impact. Absolument. D'abord, quel est le bilan? Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que de toute façon, on ne peut plus faire de tech si ce n'est de la tech for good. Alors c'est un très bon point. En fait, nous, on est venu très naturellement à ça. Pour une raison très simple. Donc Founders Future, c'est un collectif d'entrepreneurs. C'est un collectif d'entrepreneurs qui est toujours aux manettes de ses business. Et je crois que ce qu'il y a dans la tête de chacun et de chacune qui sont autour de la table dans Founders Future, c'est de dire qu'on peut investir, mais en finançant cette nouvelle génération d'entrepreneurs à mission, dans une logique déjà de transmettre, mais dans une logique de créer des modèles sur des industries très massives, mais qui sont des modèles en fait plus respectueux. Nous, on n'est pas arrivé du jour au lendemain en disant on va faire de l'impact pour l'impact. En fait, ce qu'on a fait avec un premier fonds d'amorçage qu'on avait créé, c'est qu'on a financé des équipes d'entrepreneurs qui arrivaient sur un marché, c'est typiquement La Fourche, ou Yuka, ou Zenride sur le leasing de vélo électrique, qui arrivaient en disant voilà, moi j'ai identifié une brèche, un potentiel sur le marché, je vais le faire différemment. Donc je vais le faire avec du bio, je vais le faire avec du véhicule électrique. Je vais opérer mon entreprise de manière extrêmement respectueuse à tous les niveaux, au niveau social. Je vais partager énormément la valeur. Voilà, je vais le faire un peu différemment. Et puis, on s'est rendu compte au sein du portefeuille qu'il y avait énormément de champions dans ces entreprises, qu'il y avait une nouvelle façon de faire de l'impact, peut-être en arrêtant d'opposer impact et business, en ayant beaucoup d'ambition. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce que pendant des années, tout ça a été issu de l'économie sociale et solidaire, où au fond, dès qu'il y avait un peu trop de croissance, on se disait, est-ce que c'est bien la croissance? Est-ce qu'elle est maîtrisée? Est-ce qu'elle génère pas d'externalités négatives? Vous voyez. Donc, bien sûr. Et on s'est rendu compte, on a fait un bilan et on s'est dit qu'on voulait, qu'on voulait devenir référent sur ce financement de cette nouvelle génération d'entrepreneurs à mission. Comment on devient référent? On devient référent en mobilisant de l'argent. Voilà, donc une enveloppe qui va être de l'ordre de 40-50 millions d'euros pour de l'amorçage sur ces thématiques. Donc la production alimentaire, l'économie circulaire, les mobilités douces, la santé et le bien-être.
Et enfin, une équipe incarnée par Sarah, entre autres. Sarah Korn, oui. Avec Sarah Korn, exactement, et l'ensemble de notre équipe, que je salue au passage parce que c'est quand même grâce à eux qu'on fait tout ça, qui nous permet d'avoir d'une part de la légitimité et surtout, le point le plus important chez Founders Future, créer de la valeur avec nos associés en les accompagnant opérationnellement. Merci beaucoup Marc Ménazé, fondateur de Founders Future. Merci d'avoir été avec nous.